Push de la brasserie en Allemagne avec Adolf Hitler. Discussion du café du commerce dans un bistrot parisien. Petite et grande histoire souvent se rejoignent, et pas seulement dans le récit historique. Sans ce lieu de liberté et d'expression, le café parisien, la Révolution française aurait-elle eu bien lieu? Combien de révoltes et de résistances naissent dans l'antre vrai du, entre guillemets, vivre ensemble? Pourquoi la brasserie parisienne est par essence le commerce essentiel? Pour répondre à ces questions existentielles, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur de l'histoire insolite des cafés parisiens, Gérard Le Tailleur. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, Action. Chers internautes, la bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles du jour, en plus de se retrouver, c'est le magazine de Géopolitique Profonde, nouvelle livraison du mois de septembre, des articles, dont un article extrêmement intéressant de mon ami Dimitri de Kochko, qui n'y va pas par le dos de la cuillère. Il craint une généralisation du conflit, non pas russo-ukrainien, il faut appeler un chat, mais plutôt russo-otanien, car c'est bien là le véritable conflit dont l'Ukraine n'est qu'un proxy parmi d'autres. On change complètement de sujet, si vous le voulez bien, même si ça peut avoir des retentissements géopolitiques. J'en suis certain, et ce n'est pas mon ami Gérard Le Tailleur qui va me démentir. Bonjour Gérard Le Tailleur, et bienvenue, et c'est une première, sur Géopolitique Profonde TV, Le Monde Réel. Merci Nicolas de m'inviter, surtout pour parler d'un sujet qui m'est cher, les cafés parisiens ou l'histoire des cafés en général et particulièrement l'incidence du monde politique dans les cafés à travers les siècles. Exactement. On a l'habitude, et c'est bien la première fois, de se retrouver dans ce studio. Combien de fois s'est-on retrouvé sur Radio Courtoisie? Pour ceux qui suivent, et ils sont nombreux, Radio Courtoisie, peut-être que certains se disent « Ah, mais voici qui est Gérard Le Tailleur ». Parce qu'évidemment, quand il y a de ces caméras, voilà. Non seulement on accède à une certaine notoriété, dont beaucoup, on aimerait peut-être bien se passer, mais en tous les cas, ça met un visage sur une parole. Donc je suis extrêmement enchanté, heureux de vous avoir sur ce nouveau format. C'est réciproque. Vous êtes un auteur prolixe, vous écrivez sur un grand nombre de domaines. Vous êtes, il faut le rappeler aussi, vice-président de la République. De Montmartre. De Montmartre, oui, il n'y a pas encore. Peut-être que les téléspectateurs se disent, tiens, ça y est, c'est la nouvelle réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron, un vice-président. Mais bien non. Avant, j'étais quand même responsable à la République de Montmartre. J'étais conseiller pour les bistrots. Tiens, et ça m'allait très bien. Voilà. Comme c'était, le conseiller spécial du président, en quelque sorte. Et donc, auteur prolixe, vous écrivez évidemment beaucoup sur Montmartre. Et si Montmartre et la bonne Franquette, qui est le siège social de la République de Montmartre, nous était compté. Mais vous êtes un écrivain dans multiples domaines. Vous êtes aussi d'ailleurs attiré en général par ce qui est insolite, ce qui est quelque peu mystérieux, voire même paranormal. Il y a les secrets du chancelier, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'Agartha, il y a tout un tas de livres. Et puis vous aimez aussi les contes, parce que vous avez encore ces yeux d'enfant. Alors les contes russes, les contes russes, sur le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, les origines normandes notamment. Donc j'ai vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à les retrouver. Ce sont des rêves d'enfant. Quand on a fait ce livre très agréable sur les contes russes, les contes de Noël de la Sainte-Russie, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Alexandre Orloff, qui était à l'époque l'ambassadeur. Absolument. Et je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, je suis très heureux de vous rencontrer. Il m'a dit, mais vous savez, vous me faites rêver, vous m'avez fait retrouver à la lecture de votre ouvrage mes souvenirs d'enfant. Et ça m'a vraiment touché. On veut bien le croire, voilà, il y a tout ça, il y a aussi cette nostalgie dont parle si bien votre ami André Berkoff vous concernant, un regard nostalgique et pourtant qui préserve l'espoir, et ça c'est aussi une note de votre personnalité. Alors on va traiter aujourd'hui d'un des éléments des cafés parisiens, et ce au moins depuis la Révolution française, parce que c'est pas neutre. Il y a un certain mépris en permanence à dire « Oh, cette discussion n'est qu'une discussion du café du commerce ». Eh bien peut-être, mais des fois la petite histoire peut rejoindre la grande histoire, mon cher Gérard. Vous savez, l'histoire telle que vous venez de la décrire, vous avez parfaitement raison, c'est quoi en fait? C'est la réunion de toutes les petites histoires de chacun. Et puis un jour, vous avez un historien qui s'appelle Michelet ou Anquetil ou que sais-je, qui va décider de découper l'histoire en tranches.
imaginez, en face de nous, nous avons François Ier qui est là, qui nous regarde. Il dit, ah, Monseigneur, vous savez, sire, quel plaisir de vous avoir, vous qui avez été le plus grand roi de la Renaissance. Vous regardez, vous dites, mais c'est quoi la Renaissance? Non, mais avec le recul du temps, on peut aussi se mettre à la place de nos jeunes qui découvrent l'histoire, enfin qui la découvraient, parce que je crois que maintenant ils la découvrent un petit peu moins, et qui ont comme ça une petite idée, parce que je me rappelle quand on était quand j'étais beaucoup plus jeune, au collège, il y avait, vous savez, des grands tableaux synoptiques, comme ça on voyait le 13e, 14e, 15e, 16e, on voyait tous les siècles qui s'écoulaient, et puis au moins, alors les gens disaient, oh, c'est ridicule, 1515 Marignan, mais au moins on savait que François Ier était roi en 1515, c'est déjà un point de repère. Quand vous voyez un jeune aujourd'hui, vous demandez qui est François Ier, qui était François Ier, il va vous dire, mais c'est pas le Saint-Père, vous voyez, parce que ça ne fait pas beaucoup de différence. Certes. Alors, ce café parisien, il naît, ou le café, la brasserie tout court, naît à quelle époque ? Écoutez, c'est extrêmement difficile parce qu'on peut même croire, César dans ses guerres des Gaules n'en parle pas, mais qu'on devait échanger quelque part des sesterces contre des cervoises. Eh oui, les fameuses tavernes. Dans les tavernes à l'époque, près de l'île de la Cité, dans l'île de la Cité. Mais en revanche, il faut remonter un peu pour commencer à avoir des éléments un petit peu plus construits. Alors, l'un des personnages qui intervient à ce moment-là, je serais tenté de vous dire, c'est Henri IV. Vous voyez, alors on saute 15, presque 16 siècles. Et la poule au pot, mais pas seulement. La poule au pot, non. C'est-à-dire il savait que l'important, c'était de connaître ce que les gens pensaient réellement. Alors, il quittait le palais des Tuileries, il se déguisait en ouvrier, enfin, il mettait des vêtements différents, et il traversait la Seine, il allait à la taverne qui était pratiquement en face, donc le cabaret de la Tour d'Argent, pour ne pas la nommer, Eh oui. Et il s'asseyait, il se mêlait donc aux clients, et puis finalement, il posait une question à son voisin. Et ce roi, qu'est-ce que vous en pensez de ce roi? Vous savez, celui qui a un accent un peu béarnais, etc. Ah, le roi. Mais les gens l'aimaient beaucoup, Henri IV, donc il était content. Le ver galant. Parce qu'en fait, quand il était entouré de ses conseillers, il ne savait pas réellement ce qui se passait. Tout le monde lui disait, mais sire, tout va très bien, c'est formidable, tout le monde vous aime. Là, il en avait la preuve. Donc il faut savoir... Il avait déjà peur de ce phénomène de cour. Oui, il savait qu'il fallait descendre de son piédestal et puis se mêler à la foule pour réellement prendre un peu la température. Et là, il n'y a rien de tel, parce que le café, c'est vraiment le lieu de convivialité par excellence. Ça n'a pas changé, d'ailleurs. Ça n'a pas changé. Et pourtant, on essaie de temps en temps de l'empêcher, finalement, de fonctionner. On terminera peut-être là-dessus. Il est aussi lié aux grandes époques, dont les époques révolutionnaires, parce que c'est un chaudron, en réalité. Voilà, c'est là. En fait, ça commence, je pense... Puisqu'on parle de café, le premier café à Paris, c'est le Procope. Donc on est en 1686. Mais les idées commencent déjà à bouger. Parce que juste en face du Procope, donc rue de l'Ancienne Comédie à l'époque, eh bien, de l'Ancienne Comédie, vous aviez la Comédie Française, c'était le théâtre français qui était là. Et donc, les gens de théâtre, les auteurs, puis les spectateurs aussi, qui franchissaient, qui traversaient la rue pour aller chez Procope, se laisser aller, parler beaucoup. Donc ça devenait un lieu extrêmement animé et les idées circulaient. Buvez un peu aussi. Buvez un peu. Petite anecdote au passage très drôle. On reconnaissait ceux qui avaient payé le moins cher le théâtre parce que au milieu de la salle, en bas, il y avait bien entendu suspendu un immense lustre. Et puis on allumait, on descendait, on allumait, et puis ça coulait sur les vêtements, tout descendait, etc. Donc on les surnommait les chevaliers du lustre. Alors quand ils arrivaient brillamment, comment dirais-je, j'allais dire chez Procope, parce qu'on est chez Procopio del Coltelli, on est chez ce personnage étonnant qui va révolutionner le monde du café. Ça commence à Versailles en 1669, ça se poursuit un peu après.
puisque ils avaient ouvert avec les fameux Arméniens, Audubon et Pascal, ce qu'on appelait une loge, c'est-à-dire un emplacement donc dans la grande exposition qui avait lieu à l'époque. L'exposition, c'est la Foire Saint-Germain, pour ne pas la nommer, où il y a toujours la Foire Saint-Germain. Quand on va à Saint-Sulpice et autres, le bâtiment central existe toujours. Et tout autour, donc, on allait jusqu'à la Seine à pied, etc. Bref, donc les gens se réunissaient. Et là, ils ont monté, eu égard au succès que ça avait remporté, ce fameux café qui avait été servi à la cour par des petits Ottomans qui étaient là. Ils avaient leurs petits plateaux. Sur les plateaux, il y avait des tasses. Dans les tasses, il y avait le fameux kawa, d'où le mot café. Le kawa, oui. Le fameux kawa. Alors, bon, Louis XIV, il goûte ça, il trouve ça amer, très cher, à 40 francs la livre. Mon Dieu, il ne voulait même pas en acheter pour ses propres invités, ses invités à Marly, j'entends bien, le soir. Donc, peu importe. Mais les gens de la cour ont été séduits par cette idée. Et les deux Arméniens se disent, on va continuer après. Et après, c'était quoi? C'était cette fameuse foire. Et ça a un tel succès qu'ils vont embaucher un petit gars qui vend du café. D'ailleurs, il fait la tournée des hôtels particuliers vers Saint-Sulpice, parce que le 6e arrondissement, c'était déjà le grand centre de Paris à ce moment-là. Et ils vont l'embaucher, ce petit gars qui se promenait avec un tout petit réservoir d'eau chaude, et puis il tirait les cordons de sonnette, voulait goûter le fameux café. Et puis il gagnait gentiment sa vie, et puis le résultat, on l'a vu après, c'est que il a été tellement séduit par l'idée qu'il a rejoint ces Arméniens. On appelait ça d'ailleurs le café des Arméniens. Et puis ils se sont fixés donc pendant un mois ou deux, parce qu'elle était quand même très longue cette fois. Et ensuite ils ont voulu continuer, donc ils ont ouvert un premier café rue de Tournon. Et puis ensuite donc ce fameux café qui existe toujours aujourd'hui, merveilleusement bien décoré, c'est extraordinaire. Donc ça c'est en gros l'histoire, parce qu'on pourrait bien sûr développer tout cela. Et le Procope est donc devenu un centre d'intérêt j'allais dire primordial, parce que tout le monde se réunissait chez Procope. Oui. Il y en a eu d'autres, puisque à la mort de Louis XIV en 1715, il y avait 300 cafés dans l'esprit de Procope, donc ça s'était développé très... Mais il y avait le café de la Régence, notamment, où on allait jouer aux échecs. Alors tous ces personnages, que ce soit les grands auteurs ou les grands philosophes, quelques années plus tard, on voit arriver Diderot et d'Alembert, qui vont bouleverser, d'ailleurs ça sur un plan politique, ça a énormément d'importance, ils vont bouleverser les connaissances en lançant leur encyclopédie. Et ils passent leur temps au café. Ils sont là tous les deux, ils sont face à face sur une petite table, et l'un dit à l'autre, et si on faisait une encyclopédie? Ça a démarré comme ça. Et Voltaire passait derrière, alors, il critiquait tout le monde, il en voulait à la terre entière, il était jaloux parce qu'il avait peu de droits d'auteur. Alors il y en a un à côté qui lui souriait, parce que lui, il gagnait bien sa vie avec ses droits d'auteur, c'était Buffon, grâce à son histoire naturelle. Alors il arrivait et puis il regardait Buffon dédaigneusement. Voltaire, c'est vrai vous, monsieur Buffon, vous en gagnez de l'argent. Et il rajoutait méchamment avec vos coquilles. C'était Voltaire. Et bon, il avait la dent dure, comme on dit. Et puis il y avait déjà le jeune Bonaparte qui était là, qui voyait le jeune Robespierre, qui voyait Marat, qui commençait, parce que Marat, il avait sur cour de l'autre côté, donc il avait une imprimerie. Et c'est là où, quelques années plus tard, il écrira sa feuille de chou, l'ami du peuple, en demandant 200 000 têtes, etc., en permanence. Donc, alors, il était assis à sa table de travail, qui était une table de café au premier étage, près de la fenêtre, de manière à pouvoir avoir un petit peu clair quand même. Et de l'autre côté de la fenêtre, il y avait une petite clochette, qui existe toujours d'ailleurs, qui était accrochée. Et quand il avait terminé de rédiger sa feuille, de chou, bref, il actionnait la clochette. Il y avait un gars qui entendait la clochette, qui était donc dans l'imprimerie. Il se précipitait, il récupérait le texte original, et puis c'était monté en caractère à 9, etc. Bref, et puis immédiatement, c'était tiré et diffusé dans le tout Paris de l'époque, c'est-à-dire dans les rues, surtout adjacentes, avoisinantes. Donc ça donne une idée de l'effervescence qui régnait dans ces cafés. C'était énorme. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.